Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision. Horaires, CFF et élections communales sont au menu de cette édition. Nous nous offrirons également une respiration avec une visite du Temple de Nyon ainsi qu'avec le Rail Club de la Côte. Et dans le débat, nous évoquerons l'élection de la personnalité de la Côte 2015. Mais pour débuter ce journal, le point fort de la semaine dans le monde, ce sont évidemment les attentats de Paris. Ils n'ont laissé personne indifférent, y compris dans notre région. Un hommage a d'ailleurs été rendu à Nyon, notamment. C'était samedi, soit au lendemain des événements. Dans ce genre de situation, beaucoup de personnes restent un peu dans leur coin et gardent leur tristesse pour eux. Ils ne savent pas comment gérer et tout le monde voit ou entend ce qui se passe. Donc je me suis dit, si j'arrive juste à réunir les gens pour que pas chacun se morfonde un peu dans son coin, mais si on arrive à être ensemble et juste prendre conscience ensemble de ce qui se passe, c'est toujours plus beau et plus fort quand on est à plusieurs. Donc l'union pour moi c'est très important et pouvoir partager ça avec d'autres personnes et de voir qu'on est plusieurs à penser pareil et à se soutenir. Pour moi, c'était très important d'être là pour montrer, pour réagir à ce qui se passe actuellement dans ce monde et pas loin de chez nous, à Paris. Et c'est important de réagir de cette manière aussi parce que faut pas réagir au terrorisme par des ondes négatives, mais plutôt par des ondes positives. Et c'est le meilleur moyen de montrer que nous sommes avec eux. Je me sens bien, je me sens apaisée. C'est quelque chose, ça m'apaise. J'ai fait quelque chose. C'est peut-être rien pour beaucoup de monde, mais pour moi, c'est beaucoup. Étonnamment, avec ce qui se passe, je ressens de la paix, mais ce matin, ça tremblait dans tous les sens. Je tremblais de partout et je suis très sensible, donc ça me touche, ce genre d'actes qui arrivent, qui se passent. Donc voilà, je pense que le mieux c'est de sortir et de voir d'autres personnes avec qui on peut partager ce qu'on ressent. Quand on voit tout ce qui se passe actuellement dans le monde, on commence à voir le côté négatif dans beaucoup de choses, effectivement. Mais pas en Suisse, dans notre région. Pour l'instant, on est encore privilégié, mais c'est pas loin, hein, puisque la France, elle est à côté. Hein, et la France, c'est à quelques kilomètres, voilà. Alors vous le savez, depuis samedi, la France a à nouveau introduit les contrôles aux frontières, engendrant des perturbations dans les principaux axes routiers, à Bardernay, à Perly, à Valorbe surtout, mais aussi à la douane de Chavannes-de-Bogie. Florian Cavalleri, vous êtes justement sur place. Quelle est la situation ces jours ? Comme vous pouvez le constater, Mike, la situation est plutôt calme ce jeudi midi aux abords de la douane de Chavannes-de-Bogie, même si un riverain que nous avons rencontré nous a effectivement signalé que les contrôles avaient été accrus. Car en matière de circulation, on aurait pu penser à d'importantes perturbations aux abords des postes frontières. Et les douaniers, dans un communiqué daté de dimanche, recommandaient d'ailleurs aux automobilistes de prévoir plus de temps que prévu pour leur déplacement. Pourtant, la gabegie annoncée n'a pas eu lieu, sauf lundi matin sur certains axes. Et selon le porte-parole de la police vaudoise, Jean-Christophe Sautrel, les pointages réalisés par les douaniers aux abords des douanes ont révélé qu'il n'y avait pas eu plus de circulation que prévu. D'ailleurs, les recommandations de la police vaudoise sont tout simplement de vivre normalement, comme avant ce funeste vendredi 13 novembre. Voilà, merci Florian Cavalleri. Avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Ruéret, municipale à Nyon, en charge de la police et de la mobilité. Bienvenue Madame Ruéret. Est-ce qu'il y a eu des consignes particulières de la part du canton de la Confédération au niveau de la sécurité dans la région suite à ces attentats ? Alors il y a eu des consignes, mais je ne peux bien sûr pas vous en donner le détail parce qu'ils appartiennent à la police. Mais les trois grandes consignes dont on peut parler, c'est celle d'abord de vigilance.
à avoir pour la police, de contrôle qu'ils devront faire, et puis de protection à la fois de la population et à la fois des policiers eux-mêmes qui pourraient être dans une situation où ils sont mis en danger. Est-ce qu'il y a eu donc renforcement justement des mesures habituelles, on va dire? Là, il y a un renforcement, bien sûr, et puis la vigilance, je crois, que résume assez bien tout le déploiement qu'ils pourront avoir dans les jours qui viennent et ceux à venir. Alors, vous restez avec nous, Madame Ruéret, parce que vous êtes surtout là pour parler avec nous du nouvel horaire des CFF qui entrera en vigueur le 13 décembre prochain. Et comme redouté, Nyon est la principale victime des changements annoncés. Les trains ICN ne s'arrêteront plus en gare de Nyon, à 2 exceptions près. Et pourtant, les autorités communales et régionales avaient déjà fait part de leur désapprobation lors de la mise en consultation de l'horaire. C'était au mois de mai. Malgré les protestations politiques, l'intervention du Conseil d'État, les plaintes des usagers et même une pétition forte de 843 signatures, les CFF ont fait la sourde oreille et ont donc confirmé cet horaire. Elisabeth Ruéret, en résumé, vous êtes fâchée. Je suis fâchée, ça n'est pas d'aujourd'hui, parce que j'aimerais refaire un peu le passé, parler de demain, donc de début décembre, et puis parler de l'avenir. Alors pour le passé, nous avions déjà réagi fortement en 2012 lors des premiers changements d'horaire, où on avait 16 arrêts à Nyon pour les ICN qui ont été réduits à 10. Et encore, ils étaient même davantage réduits. On s'était battu pour en obtenir davantage et on a réussi à en maintenir 10. Et puis, rebelote pour cet horaire 2016, en prévision de l'aimant 2030, c'est qu'on diminue encore et drastiquement, puisqu'il ne nous restait plus qu'un arrêt. Et puis, en discutant, ils ont réussi à nous en mettre un deuxième, heureusement, le matin. Mais vous pouvez bien imaginer que personne n'est content et ne se satisfait de ce seul arrêt qu'il va rester. Alors ça remet en cause quand même pas seulement deux choses, notamment toute cette politique des transports, politique de mobilité qui vise à encourager justement les gens à utiliser le train. Alors disons que ça nuit totalement à tout ce qu'on a mis en place depuis maintenant plus de 2 ans, avec un renforcement des transports publics à la fois dans la région et en ville de Nyon. On a mis le quart d'heure à Nyon, le quart d'heure du Nyon-Saint-Sergue. Et vous pouvez bien imaginer que pour les entreprises qui sont là, qui ont passablement d'employés qui prennent cette direction-là, c'est une péjoration assez majeure. Ouais, pour 2016, malheureusement, on ne peut plus rien faire. Alors, pour 2016, on ne peut rien faire, mais on va continuer le combat parce que si ça doit durer 10 ans, vous pouvez bien imaginer que ça va vraiment déplaire à pas mal de monde et puis même péjorer la région puisqu'on est une région économiquement en plein développement et ce serait vraiment assez grave qu'elle soit pénalisée de cette manière. Mais avec quels arguments, comment est-ce que vous arriverez à faire revenir les CFF en arrière? Alors c'est difficile, mais je pense que quand même de se plaindre régulièrement et de dire qu'on n'est pas satisfait oblige les gens à bouger. Il faut quand même savoir que dans ce qu'ils offrent depuis décembre, les gens vont faire un transbordement soit à Morges, soit à Lausanne. À Morges, il y aura 13 minutes d'attente. Donc, vous m'expliquerez comment ceux qui prennent le train vont patienter. Ce qu'on risque d'avoir, c'est d'avoir des gens qui reprennent leur voiture, alors que tout ce qu'on a mis en place depuis quelques années pas le but, hein. va vraiment pas dans ce sens-là. Eh bien, en tout cas, on espère que vous arriverez effectivement, à terme en tout cas, à inverser la tendance. Merci beaucoup, Elisabeth Ruéret, d'être venue sur ce plateau. On ouvre maintenant une page consacrée aux élections communales du 28 février prochain. Nous évoquerons dans un instant la ville de Gland. Mais je vous propose tout d'abord de voir ce qu'il se passe du côté de Prangin, où une plateforme de gauche a été constituée. Florian Cavalieri a assisté à sa présentation. À Prangin, il y a désormais une alternative à l'entente pranginoise et à l'Alliance libérale de Prangin, 2 formations estampillées à droite. L'alternative pranginoise a été portée sur les fonds baptismaux ce mercredi et cette plateforme de gauche souhaite combler un manque. C'est effectivement un mouvement spontané. Nous allons passer à Prangin au système proportionnel l'année prochaine. Des groupes doivent se constituer. Il y a déjà des groupes qui se sont constitués à Prangin. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un manque d'équilibre avec les groupes déjà constitués. Créée par 2 conseillers communaux, l'alternative pranginoise se veut être un aiguillon dans les débats politiques du législatif. Un programme a été défini. Il doit rallier les sensibilités de gauche et écologistes.
à ce mouvement. Par exemple sur l'accès au logement dans des loyers décents, qu'il y ait une certaine mixité sociale qui soit respectée au niveau des nouveaux projets, puisque la commune de Prangin est quand même appelée à se développer de manière extrêmement sensible dans les années à venir. Je pense également à tout le problème de la mobilité, en l'occurrence également la mobilité douce. À Prangin, près de 32% de la population a voté rose vert aux dernières élections fédérales. Un tiers de la population qui ne serait pas représentée au sein de l'échiquier politique actuel. C'est donc tout naturellement que les partis socialistes et verts ont apporté leur soutien moral et logistique à ce nouveau groupe. Nous, alors clairement, avec les Verts et le PS, avec nos valeurs communes, on a décidé de dire que cette alternative nous correspondait tout à fait et qu'on était prête à la soutenir si tant est qu'ils voulaient avoir ce soutien, et c'est le cas. Mais pour ces deux partis, il y a aussi une visée stratégique. En soutenant l'alternative, PS et Verts souhaitent aussi développer des synergies entre le chef-lieu du district et sa commune limitrophe. Une synergie qui pourrait aussi renforcer les affinités de gauche au sein du conseil intercommunal. On doit absolument travailler ensemble à différentes échelles. Alors entre Nyon et Prangin, c'est sûr, au niveau de la région aussi. Et donc il est important d'avoir des relais qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes opinions, et qui sont capables de les porter dans les différents législatifs. Pour que le pari de l'alternative pranginoise réussisse, encore faut-il susciter des vocations. Pour l'instant, elle ne compte que 2 membres. En se basant sur un socle électoral de 20%, c'est environ 11 conseillers communaux qui pourraient être élus et qu'il faut encore trouver. Le but de cette conférence de presse, c'est vraiment de faire un appel pressant à la population pranginoise pour que des candidats se présentent. Si l'alternative pranginoise réussit son pari, le groupe pourrait se sentir pousser des ailes et tenter l'exécutif. En cas de défaite, la gauche pranginoise pourrait tout aussi bien disparaître de la vie politique communale. L'exécutif, ça peut être une aventure intéressante. Sans groupe, ça me paraît quand même un peu difficile, mais pourquoi pas. Électeurs, sympathisants ou colistiers, pour que vive l'embryon de cette plateforme de gauche, il faut passer le cap du 21 janvier prochain. Ce jour-là, les candidats de la gauche tireront le bilan de leurs actions. D'ici là, une liste a été déposée au greffe. Elle attend les paraphes de ceux qui souhaitent une alternative aux 2 groupes déjà existants. Et du côté de Gland, les choses sont assez claires en ce qui concerne les candidats de la droite. On en accueille 4 sur ce plateau, 3 candidats PLR, 1 candidat UDC. On va faire un tour de table. Il y a sur ce plateau Christine Giraud, la municipale sortante du PLR, Jeannette Weber, candidate à cette municipalité, ainsi que Didier Buffet, puis Maurizio Di Felice, candidat UDC à la municipalité. L'objectif du PLR, il est de maintenir en tout cas les 2 sièges. Christine Giraud, en tant que municipale sortante, j'imagine que vous, votre envie, c'est surtout de pouvoir continuer le travail entamé pendant cette législature. Alors absolument, pour ma part, c'est donc ma première législature qui se termine. C'est une aventure passionnante que j'ai vécue avec beaucoup de plaisir durant ces 5 années. Et étant en charge des écoles, de la petite enfance et de la jeunesse, c'est un dicaster qui, par définition, bouge énormément. Et effectivement, ce serait vraiment un grand honneur de pouvoir continuer le travail au sein de la municipalité de Gland pour ma part. Alors Jeannette Weber, vous êtes non seulement candidate à la municipalité, mais également présidente de la section glandoise du PLR. Objectif donc avoué, en tout cas 2 sièges, ça c'est sûr. Maintenir les 2 sièges. Si vous en présentez 3 de candidats, c'est que vous espérez quand même que les 3 soient élus? C'est-à-dire qu'on aimerait bien suivre, on a fait des bons résultats au fédéral et on a toujours présenté 3 candidats aussi, 3 candidats aussi il y a 5 ans en arrière. C'est aussi donner un choix à la population et finalement, ce sera la population qui choisira. Et bien sûr, si on peut avoir les 3 sièges, ça sera magnifique. Mais le but, c'est vraiment de maintenir les 2 sièges qu'on a actuellement. Est-ce que vous avez un siège en particulier dans le viseur? Je rappelle qu'il y a un élu PS et 4 élus GDG, les gens de Gland actuellement à l'exécutif. Est-ce qu'il y en a un que vous visez en particulier ou finalement, voilà, la parole est aux électeurs? Alors la parole, elle est vraiment aux électeurs. Je pense que nous ne sommes vraiment pas là pour dire on veut prendre tel et tel siège.
On veut vraiment que ça sera la population qui aura le dernier mot. Didier Buffin, vous êtes sorti du bois là un peu dernièrement. Vous vous présentez donc à la municipalité, oui, sous la bannière du PLR, avec cette particularité, c'est que vous n'êtes pas conseiller communal, par exemple. Faire le grand saut directement, c'est pas un handicap ? Non, alors à mon avis pas, je dirais. Alors je suis discret, mais je ne suis pas novice. Moi, ça fait plus de 20 ans que je fais de la politique. Ça fait 20 ans que je suis au PLR. J'étais d'abord au Parti radical, ensuite c'est devenu le PLR. Et j'ai déjà fait 2 campagnes, notamment à Gland, pour le Grand Conseil. Alors, moi, je suis plus, je crois, un homme d'exécutif, de par mon tempérament, de par mon métier aussi. C'est pour ça que j'étais intéressé à mettre mes compétences au service de l'exécutif. Et j'ai pas mal d'expérience en la matière parce que je suis assez spécialisé dans le droit des communes. Et j'ai conseillé pas mal de municipalités dans le district, aussi le préfet, les préfets, ce qui fait que c'est quelque chose que je connais bien. C'est pour ça que ça ne m'inquiète pas. Au contraire, je pense pouvoir mettre des compétences juridiques, sociales, au profit de ma commune. C'est mon but. Madame Weber, vous êtes déjà élue au niveau communal, au législatif. Là aussi, vous misez sur cette expérience, sur le fait que les gens vous connaissent déjà quand même passablement du côté de Gland pour essayer d'obtenir cette élection. Oui, tout à fait. Je pense que je suis quand même assez connue à Gland aussi à travers mon commerce. J'ai œuvré pas mal aussi à l'association des commerçants. Donc, et puis avec l'expérience justement en tant que conseillère communale, j'étais quelques années à la commission de gestion, maintenant je fais partie de la commission des finances, donc je pense que j'ai quand même vu un peu bien le fonctionnement d'une commune. Puis voilà, je me sens prêt pour me lancer, en tout cas pour la candidature à la municipalité. Madame Giraud, quand on est municipal sortant, c'est toujours plus facile, on va dire évidemment, d'attirer les voix des électeurs. Vous pouvez en plus vous reposer quand même sur un bilan de législature qui n'est pas encore formellement tiré, mais sur lequel vous pouvez vous appuyer. C'est là-dessus aussi que vous allez pouvoir capitaliser. Alors je ne sais pas si c'est plus facile de se représenter ou bien d'être candidat pour la première fois, puisqu'on a, comme vous dites, un bilan. Il y a peut-être des gens qui nous ont vus à l'œuvre d'une certaine manière, qui ont apprécié ou moins apprécié ce qui a été fait. Donc je crois qu'une élection reste une élection. De toute façon, je vais me battre, si on peut dire, pour garder mon siège. Aussi parce que j'ai beaucoup de plaisir à travailler pour les citoyens. Et je crois qu'il n'y a rien qui est gagné d'avance, il n'y a rien qui est voilà, c'est une élection et il faudra de toute façon redistribuer les cartes à un moment donné. Donc voilà, je suis partante pour l'aventure. Et puis, bien sûr, on est fort d'une expérience au bout de 5 ans de laquelle je vais évidemment pouvoir profiter. Mais c'est une nouvelle élection, une nouvelle équipe et je crois qu'on est tous là pour tirer à la même corde. Alors avec nous sur ce plateau, il y a également Maurizio Di Felice, candidat UDC pour cette élection à la municipalité. Vous êtes conseiller communal, président également de la section glandoise du parti. Quel objectif vous fixez avec le parti de manière globale pour ces élections? Et puis si vous êtes là, c'est parce que vous visez justement une place dans l'exécutif. Alors tout à fait. Alors je rappelle quand même que quand on est arrivé en 2011, on arrivait de nulle part, puisque c'était la première fois qu'on arrivait à Gland en tant que section UDC. Il n'y avait pas eu d'UDC avant. On a fait un bon score. Mon bilan sur cette législature, j'ai ramé fort. J'ai commencé avec scrutateur. J'ai été aussi à la commission des finances. J'ai présidé le conseil l'année passée. Je pense que c'est la suite logique de présenter un candidat à la municipalité. Mon groupe suit ma candidature, ils ont poussé derrière moi pour que je me présente. Et puis le but quand même, c'est d'augmenter notre effectif parce qu'on est notamment, en tout cas, le plus petit groupe pour l'instant au conseil communal et à 7 conseillers. Et puis si on peut en avoir quelques-uns de plus, ce serait extrêmement bien. Mais arriver à l'exécutif, c'est quand même un pas supplémentaire, un palier supplémentaire à franchir. Un palier supplémentaire. Moi, je pense qu'effectivement, ma présidence du conseil m'a apporté une expérience que beaucoup d'autres candidats n'ont pas, puisqu'effectivement, ils n'ont pas présidé ce conseil, ils n'ont pas vu les coulisses du conseil. Et je pense que c'est un plus pour se présenter à la municipalité d'avoir présidé le conseil. L'UDC
Et le PLR également, hein. Deux partis qui ont le vent en poupe actuellement dans le canton de Vaud. C'est là-dessus aussi que vous allez pouvoir miser. Dans les grandes lignes, quels seront les axes de votre campagne ? Dans les grandes lignes, on ne va pas non plus tirer des plans sur la comète, parce que tirer au niveau de la commune de Gland, le programme politique, il est globalement toujours un peu le même. C'est une finance acceptable pour tout le monde, des loyers abordables et des logements pour les habitants de la commune, plus de sécurité, ce genre de choses. Mais voilà, c'est un peu pour tout le monde le même programme, on dira. Pour le PLR, vous êtes plus ou moins dans la même direction. Je ne sais pas qui veut répondre, mais les grands axes de votre campagne. Alors je pense que les grands axes de notre campagne, c'est justement de maintenir une fiscalité attractive, d'essayer peut-être d'attirer encore des entreprises et surtout des commerces. On aura besoin à Gland, des nouveaux commerces. Et puis, voilà, au bout d'un moment donné, il faudra peut-être densifier aussi, de veiller que cette densification se fasse harmonieusement, avec des espaces verts entre deux. Donc ça, c'est un peu les choses qui vont nous attendre ces prochaines années. Je pense que c'est les choses les plus importantes. Alors, PLR et UDC, vous partez chacun de votre côté, avec pourtant justement des idées communes. Pourquoi ne pas s'allier sur une liste commune, comme on l'a vu à Nyon ? Pas toutes les communes le font, mais pourquoi est-ce qu'à Gland, PLR et UDC ne font pas front commun ? On ne s'est pas vraiment posé la question, franchement, voilà. Honnêtement, on n'en a même pas discuté avec Mme Weber ou avec d'autres membres du PLR. Mais... Je pense que ça peut s'expliquer aussi d'une manière historique, hein, tout simplement. Comme a dit Maurizio tout à l'heure, l'UDC à Gland, c'est quand même tout jeune, parce qu'ils sont arrivés en 2011. Et puis que du côté du PLR, il y a eu tout aussi ce rapprochement entre radicaux et libéraux qui s'est fait. Donc nos deux groupes ont évolué aussi dans leurs histoires propre, et ça s'explique peut-être par rapport à ça. Maintenant, je pense qu'au niveau d'une commune comme Gland, le PLR a aussi une carte à jouer, et puis du fait qu'on a 3 candidats pour la municipalité, on espère qu'on aura aussi une liste forte pour le conseil communal. Ça ne veut pas dire parce qu'on n'est pas alliés qu'il n'y a pas des choses en commun qui peuvent se partager, et ça, je crois qu'il faut voir ça d'une manière un peu pragmatique pour le bien des citoyens, et puis pas que pour des alliances de type électoral. Donc voilà, on voit qu'on est sur le même plateau, et puis que les choses se disent malgré tout. Bon, des fois, on a des représentants de tous les partis sur ce plateau. Hein. Ils ne sont pas obligés d'être tous d'accord. Hein. Non, je pense qu'on a des points d'accord, mais aussi des points de désaccord. Je crois qu'on est quand même deux partis, c'est notre force, mais on est deux partis différents. Et c'est pour ça qu'on a vraiment tenu à présenter 3 candidats pour le PLR, vraiment pour donner le choix, la chance aux électeurs d'avoir 3 personnes qui représentent le centre-droite. Mesdames, messieurs, en tout cas, merci d'être venus sur ce plateau pour parler de cette droite du côté de Gland qui va se présenter aux élections communales, et bonne chance évidemment pour ces échéances électorales. Ce sera donc le 28 février prochain. Le temple de Nyon est actuellement en plein travaux de restauration. Il faudra d'ailleurs encore patienter une année environ avant de voir le résultat final. Mais la population avait l'occasion de découvrir ce lieu de culte de manière insolite à l'occasion d'une matinée portes ouvertes. Le temple s'est ouvert aux Nyonnais. Dans le cadre de la restauration du lieu de culte, la population était invitée à venir découvrir l'avancement des travaux en compagnie des architectes en charge du projet, et le tout agrémenté de petits concerts. Ce qui a déjà été fait pendant les 2 ou 3 ans de chantier, c'est, à part les façades, l'extérieur et les toitures, toute l'enveloppe, ce sont les travaux qui sont à l'intérieur. Maintenant, vous voyez l'église dans un état absolument extraordinaire, où elle est entièrement vide, où on voit vraiment l'architecture dans toute sa pureté, sans intervention d'aucun meuble quelconque. Et ça vous donne une bonne idée, une bonne image de la lumière, de l'organisation architecturale de cette église. Des travaux qui vont se poursuivre par la restauration des intérieurs. Les dalles de pierre de Molière vont être redisposées, et les peintures murales, notamment celles représentant la Pentecôte et qui datent de la fin du XIIIe siècle, seront nettoyées
et restaurés. On va travailler aussi sur le nettoyage des vitraux intérieurs. À l'extérieur, ça a déjà été fait. Et puis, on travaillera sur les 3 vitraux supérieurs sud qui, eux, seront dans une situation mobile qui permettra de varier la lumière naturelle en ouvrant ou fermant ces vitraux comme des volets. La fin de cette restauration est prévue pour 2016. Mais un temple n'en est pas un sans son orgue et le nouvel instrument de l'édifice religieux sera installé au printemps prochain. On va monter le socle en fait, de l'orgue, le nouveau tambour d'entrée, la nouvelle galerie, qui permettra de recevoir le nouvel instrument, qui lui sera neuf, mais le buffet est restauré. Ce buffet est actuellement en restauration, l'instrument est en cours de fabrication et il viendra se monter à partir du mois de juillet. Mais avant cela, à Pâques, les cloches sonneront à toute volée. Installées dans le clocher, 2 cloches historiques feront réentendre leur voix à la population. Le lundi avant Pâques, on va monter 2 cloches historiques qui étaient déposées dans le dépôt des biens culturels, qu'on va remettre en place dans le clocher. Et c'est une petite manifestation qui se fera avec les enfants des écoles en fait, de Nyon. Les aménagements intérieurs et extérieurs seront terminés à la fin du mois de novembre prochain. Quant à l'inauguration officielle du temple restauré, elle aura lieu le premier dimanche de l'Avent 2016. Et autre découverte, celle du monde féerique des trains électriques. Il n'y a pas que les petits qui ont les yeux qui brillent à la vue de ces répliques miniatures. Et quand il s'agit d'admirer une exposition regroupant ce qui se fait de mieux en matière de modélisme, les amateurs se pressent au portillon, comme c'était le cas le week-end dernier au Rail Club de la Côte. Ferrovipad, Ferroviman ou Ferrovifil, les amateurs de modélisme ferroviaire se retrouvent depuis plus de 30 ans au sein du Rail Club La Côte, un club qui regroupe des amateurs passionnés par le monde miniature, des chemins de fer et des trains en tout genre. Le Rail Club, c'est surtout pour découvrir le modélisme ferroviaire, d'inculquer nos connaissances surtout à des jeunes pour un jour faire la relève, comme on dit, parce que nous, on a un certain âge déjà, on a de l'expérience et on aimerait transmettre ça à des jeunes. Comme tous les 2 ans et pour 3 jours, le RCLC organisait une journée portes ouvertes à l'école lyonnaise d'État de Doigt. Le but, partager l'engouement des 55 membres actifs, dont une dizaine de juniors de cette société. Ils peuvent être architectes, ils sont électriciens, il y a même une dame qui s'intéresse à faire du modélisme. Il y a tous les métiers représentés, électriciens, maçons. On a même un avocat qui nous faisait les murs en plâtre. Au programme démonstration et exposition des maquettes et des réseaux fixes ou modulaires, une marotte que ses plus ardents défenseurs présentent parfois comme étant le 10e art. C'est une palette énorme parce que là-bas il y avait des trains américains, il y a des jeunes qui tiennent que pour les trains américains, il y a les trains suisses, mais ça ouvre la palette à tout le monde parce qu'il y a des adultes qui se lancent là-dedans à fond, la même chose que les juniors. Si personne ne sait vraiment quand l'idée de miniaturiser des trains est apparue, l'ère moderne du modélisme ferroviaire coïncide avec la création en Angleterre du premier club dédié à cette activité au tournant du siècle dernier. Une activité qui a évolué avec son temps puisque les nouvelles technologies y ont fait leur apparition. Avec les nouvelles technologies, ça change beaucoup la manière de conduire et de piloter des trains parce qu'il y a une évolution technique assez intéressante. La qualité du toujours plus petit, on le voit aussi dans l'éclairage, la qualité de la construction des locomotives, des wagons qui sont très mieux faits qu'à l'époque. Et c'est désormais à l'aide d'un smartphone que l'on pilote à plusieurs ces trains grâce à une application qui restitue fidèlement les commandes des cheminots. On a créé un réseau Wi-Fi et puis avec un iPhone ou un smartphone, on arrive à piloter via le réseau Wi-Fi la centrale. Donc en fait, chaque personne qui a son train le suit et puis est le mécanicien de la locomotive. Fini le célèbre transformateur d'antan. C'est désormais un ordinateur qui l'a remplacé, et ce pour la plus grande joie des enfants et des adultes. En fait, surtout des adultes. Ça intéresse les enfants, bien sûr, parce qu'ils voient une nouvelle technologie qu'ils n'ont pas vue, mais ça intéresse surtout les adultes, je dois dire, parce que ça a pas mal d'avantages pour celui qui ne connaît pas l'électronique ou l'électricité. En organisant ces traditionnelles portes ouvertes, le comité du RCLC espère bien convaincre de nouvelles ouailles à venir le rejoindre.
Que l'on soit attiré par la construction de maquettes réalistes et de réseaux, par la photographie ferroviaire ou simplement par la convivialité des sorties organisées entre membres, tout le monde trouve sa place au sein du Rail Club de la Côte. Et avec ça, vous saurez quoi demander au Père Noël. Vous pouvez en tout temps revoir nos émissions. C'est sur notre site internet nrtv.ch, mais également sur notre page Facebook. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau journal d'actualité.